Les stars, les icônes, les enfants prodiges, les self-made humains, les pionniers, il peut bien y avoir chez eux un excès de talent, quelques fulgurances impromptues et un travail acharné. Seulement, en les résumant à cela, on oublie que personne ne s'érige soi-même en mythe. Alors le problème de ces histoires à succès, c'est que la plupart du temps, elles masquent les autres. La nébuleuse d'humain qui a permis l'ascension et la pleine expression du génie que l'on qualifierait bien volontiers d'incompris, en occultant qu'il a été bien compris par certains. Laissé sur le bas-côté quand la machine démarre, systématiquement relégué à l'ombre mais parfois aussi loué, malgré le désintérêt patent de nous autres le public, nous allons essayer de jeter une lumière sur ces humains réseaux, ces humains piédestals, ces humains caisses de résonance qui tiennent ensemble parfois jusqu'à des mouvements artistiques entiers. Vous êtes sur Potron Miné et vous écoutez Toiles et Araignées. Vous écoutez l'émission Toiles et Araignées, une émission proposée par le Classique. Aujourd'hui, je commence par un aveu. Il y a un mois, je vous promettais de tourner le chapitre des ingénieurs du son, vous laissant ainsi entrevoir des araignées tissant leur toile dans une autre dimension du champ de la musique. Je me cite moi-même. Aujourd'hui encore, nous parlerons d'un ingénieur du son. Je vous le promets, ça sera la dernière fois pour le moment. Eh bien, je vous ai menti. Aujourd'hui, je parlerai une nouvelle fois d'un ingénieur du son. Je suis tout aussi embarrassé que vous. On va encore se coltiner des histoires de matière, d'électricité, d'enregistrement et de mixage, de techos et d'artistes fous, ennuyeux et superflus. Pour tout vous dire, j'estime que c'est en misant sur la figure de l'ingé son que l'on pourra peut-être gagner le pari de notre émission. Ce pari que je fais d'abord avec moi-même, dans ma moite intimité gastrique, il consiste, rappelons-le, à plonger nos idoles dans le monde, à montrer qu'elles ont une histoire houleuse et qu'elles jouissent d'un milieu fécond qui leur permet de faire advenir leurs œuvres. J'aimerais volontiers parler de managers, de musiciens de studio, de graphistes, de réalisateurs de clips et peut-être même, avec une prudence que je n'ai pas encore réussi à circonscrire, d'amants. Seulement, parler de ces figures-là m'obligera peut-être à transformer la structure de l'émission et au fond, à respecter davantage encore ce que je m'étais donné pour objectif, montrer que le génie est une araignée dont la relation à la toile est paradoxale. D'une part, l'araignée tisse sa toile, de l'autre, la toile tisse l'araignée. Sans araignée, pas de toile, sans toile, pas d'araignée. Pour le dire autrement, si l'araignée a tissé sa toile en toute indépendance et de sa propre force de travail, il n'en reste pas moins qu'une fois tissée, elle en devient dépendante pour réaliser son existence d'arachnide, soit attrapée de stupides insectes volatiles. Et encore, je suis sûr que l'entomologie fait état d'espèces qui squattent les vieilles toiles abandonnées plutôt que d'en édifier par elle-même. Cela changerait considérablement la situation. Bref, une jolie petite corrélation comme on n'en fait plus. Enfin, encore que, rien n'a moins été respecté dans les 3 premiers épisodes. Je m'accuse d'avoir insidieusement déboulonné des stars pour en ériger d'autres. À nos oreilles, ce ne sont plus Miles Davis, D'Angelo et Q-Tip qui endossent le fardeau du prodige, mais bien plutôt Rudy Van Gelder, Russell Elevado et Bob Power, paix à son âme. Aussitôt que l'œuvre musicale est ramenée à ses conditions d'enregistrement, de mixage, de mastering, il semble que c'est l'ingénieur du son qui récupère sous le manteau le je ne sais quoi génial de l'artiste. Comme si quelque chose ne se laissait pas capturer dans une analyse sociologique, historique ou politique. Comme si en dépit de tous nos efforts, quelque chose résistait à l'atterrissage forcé sur Terre. Alors, ou bien nous travaillons mal et il faut nous tirer plus fort sur nos icônes flottantes afin de tempérer notre pulsion viscérale de starification, ou bien cette pulsion est l'envers d'un génie insaisissable et indivisible comme la République. Passé un certain seuil de sociologisation, d'historicisation et de déconstruction de nos goûts et de nos exigences musicales nécessairement formatées ne serait-ce qu'un peu par notre époque,
l'artiste et son œuvre, dénudés de leurs attributs mercantiles et spectaculaires, attesteraient d'une petite boule d'art pur qui échappe à son conditionnement socio-historique. Bref, beaucoup de verbiage pour dire une hésitation. Est-ce que oui ou non le génie artistique échappe à son temps pour toucher à l'éternité ? Je vous annonce la couleur de l'épisode. Aujourd'hui, j'ai envie de répondre que oui. I just wanna know about your different lives. Of this way people fall. I heard some you got your families living in cages, tall and cold. Some just stay there and dust away past the age of old. Avant même d'évoquer l'ingé-son du jour, changeons nos habitudes et attaquons-nous à son protégé. Espérons que le bonhomme dont on s'apprête à visiter la toile couve encore quelques restes d'art pur derrière le mythe et donc la mise en mythe qu'il recouvre. C'est peut-être d'ailleurs surtout des mythificateurs qu'il faut se méfier. Enfin bref, voici quelques faits en pagaille. De son vivant, il n'a sorti que 3 albums studio. Il a été désigné comme le plus grand instrumentiste de son instrument par les magazines Rolling Stone et Time, instrument qui lui est arrivé de brûler sur scène. Il a joué au légendaire mais catastrophique festival de Woodstock à l'été 1969. Sa page Wikipédia titre les sections suivantes: période d'errance, liberté et filles, ou encore drogues et alcool. Son nom est fermement lié au mouvement hippie, le rock psychédélique, le LSD, la triple dose de saturation et le phasing, ainsi que de houleux combats juridiques autour de la publication de ses œuvres posthumes. Il est né à Seattle le 27 novembre 1942 et mort à Londres le 18 septembre 1970, ce qui lui a fait, si on compte bien, 27 ballets. Quelques années et macabres coïncidences plus tard, cette mort précoce lui vaudra une intégration dans l'officieux club des 27. Bref, un mythe étouffant comme le ciel, couvercle noir de la grande marmite, gare aux embûches. On est sur le point d'évoquer James Marshall, né Johnny Allen, plus connu sous le nom de Jimi Hendrix. Il n'est bien évidemment pas question de faire la biographie de Jimi Hendrix. Ça a été fait trop de fois déjà. Nous ne retiendrons malhonnêtement que ce qui nous arrange. Alors, on ne s'arrête pas sur ce 27 novembre 1942, jour de naissance du petit James, pour esquisser en quelques coups de pinceau le milieu familial et social, écrasé par l'alcoolisme, la pauvreté et la violence physique. On ne fait pas halte non plus à quelques savoureuses anecdotes selon lesquelles il aurait reçu par son père son premier instrument, un harmonica à 4 ans, et acheté sa première guitare à 15. Passant aussi sur son bref enrôlement à l'armée qu'il aurait réussi à quitter, ou bien pour cause de blessure ou en feignant d'être gay, on ne le sait pas bien. Peu importe aussi, en ce qui nous concerne du moins, de mentionner les débuts de sa carrière professionnelle aux côtés de Tina Turner et Little Richard. Non, on récupère le fil seulement en 1966. On retrouve alors Hendrix à Greenwich Village où il a commencé à diriger son propre groupe nommé Jimmy James and the Blue Flames. Le jeune homme est vite repéré pour son jeu virtuose mais expérimental. Alors, il s'agit de faire décoller la fusée. Linda Keith, une mannequin qui sort à cette époque avec Keith Richard, organise une rencontre avec Chas Chandler, le bassiste des Animals qui souhaiterait devenir le manager de Hendrix. Non seulement celui-ci accepte son management, mais aussi la proposition, décisive pour notre récit, que lui fait Chandler, partir au Royaume-Uni dans le sillon des Beatles et des Rolling Stones pour composer et enregistrer ses premiers singles, une cover de Hey Joe et l'original Purple Haze.
Laissons de côté Jimi Hendrix pour nous tourner vers celui qu'il s'apprête à rencontrer, comme un homme et le peuple pendant une présidentielle. En 1942 aussi, naît Edwin Kramer, au Cap, à 16 443 km de Seattle. Son père est sud-africain, sa mère anglaise, et tous deux sont férocement engagés contre le régime de l'apartheid sous le joug duquel vit alors l'Afrique du Sud. L'enfance de celui qu'on surnommera vite Eddie se joue entre le cricket l'été et le rugby l'hiver, le tout dans une école conservatrice à l'anglaise. Dès son plus jeune âge, il apprend le piano et le violon dans un cadre de formation classique. Pourtant, il écoute Elvis Presley, Chuck Berry et son préféré, Little Richard. À l'encontre d'une tradition musicale bourgeoise et légitime qui réduit à la frivolité ses musiques contemporaines, Kramer avoue sa grande admiration pour la technique qui est employée. Et en effet, j'aimerais bien vous y voir, moi devant le piano, à faire des doubles croches aussi millimétrées que celles du petit Richard. Au cours de son adolescence, le violon disparaît progressivement vers le second plan, car Kramer commence à formuler le vœu de devenir pianiste concertiste. Alors, pendant les 3 dernières années de sa scolarité à la high school, il suit en parallèle une formation de musique classique au prestigieux South African College of Music. Et là, même coup de foudre que Power pour un second amour musical. CF, notre dernier épisode. Il découvre les musiques jazzistiques d'Oscar Peterson, du Modern Jazz Quartet et de notre Charlie Parker chéri. La fin de sa scolarité obligatoire est aussi le début des désillusions. Kramer réalise que pour devenir concertiste, il faudra s'entraîner inlassablement et tous les jours pendant des heures pour atteindre puis maintenir un niveau surhumain au piano. Il préfère partir à l'aventure et abandonner le doux nid parental derrière lui. Il décide de rejoindre l'Angleterre en décembre 1960 où il se trouve un appartement assez grand pour y disposer un piano et pour enregistrer par plaisir de la science électrique quelques groupes de musiciens amis. Les moyens sont bien évidemment du bord. Il possède un petit enregistreur à bande et seulement un microphone. En parallèle, il enchaîne les jobs alimentaires. Il arpente les rues de Londres en tant que messager pour un grand magazine de mode, puis il fait ce même travail en interne pour une agence de pub. Cette fois-ci non plus d'un coin à l'autre de la capitale anglaise, mais d'un étage à l'autre. C'est le moment où notre récit a besoin d'un événement, d'une bascule entre le continu et la rupture. Eh bien le voilà. Un jour où Kramer délivre on ne sait quel message à on ne sait quel destinataire, il s'arrête au second étage de l'agence où se situent les 2 petites salles de cinéma qui servent à visionner les publicités prêtes à être envoyées aux clients. Kramer s'était déjà lié d'amitié avec les techniciens de ce cinéma privé et ces derniers lui prient de bien vouloir les aider pour préparer une séance prochaine. Il faut brancher, débrancher, manier des machines vieilles comme l'enregistrement et Kramer est conquis par les objets, par la matière sophistiquée, chers auditeuristes, qui lui passe entre les mains. Il lui en faut plus d'électricité et de matière sans s'égarer du chemin de la musique. Il faut en somme devenir ingénieur du son. Il décide de se consacrer avec bien plus de sérieux à ce qu'il fait, pour le moment seulement dans l'intimité de son foyer avec quelques amis. Enregistrer, mixer, masteriser, mais au fond accompagner et faire advenir la création musicale depuis la cabine de contrôle. Il ouvre un annuaire où sont répertoriés tous les studios de Londres, fait 6 fois plouf plouf et envoie 6 lettres de candidature spontanées. Seul le studio de musique et de cinéma Advision lui donne l'heure et l'embauche dans la foulée. Il s'asservit volontairement à la logique dominante du monde de l'ingénierie et commence comme T-Boy. Il s'approprie les connaissances qu'on veut bien lui partager, comment enregistrer en mono, comment se servir des potards Payton et comment utiliser un magnétophone sans recevoir des décharges électriques. Par la suite, Kramer quitte Advision pour Paille
afin de se concentrer uniquement sur l'ingénierie de la musique. Il trouve en celui qui a imaginé et construit ce studio flambant neuf son premier mentor, Bob Auger. Celui-ci le met en contact avec une ingénierie à l'américaine. Les musiciens sont certes enregistrés dans de plus grandes pièces, mais isolément dans des cabines pour obtenir un son très clair. Le premier artiste qu'ils enregistrent est Sammy Davis Jr. They say Tenez-vous prêts et prêtes. Nous ne sommes pas loin de la convergence des histoires et je ne parle pas de l'anthropocène ici. D'abord, Kramer franchit un cap quand en 1966, il change à nouveau de studio pour rejoindre Olympic et devenir ingénieur en chef. Il y enregistre et mixe en une seule nuit 2 singles pour les Beatles, alors en plein apogée. Baby You're a Rich Man et All You Need Is Love. Surtout, en acquérant plus d'indépendance, Kramer se donne les moyens davantage bidouiller et expérimenter, en travaillant par exemple pour des artistes de jazz qu'il appelle d'avant-garde, ce qui s'apprête à être décisif. Bien, fin 1966, les Rolling Stones et les Beatles sont alors à la pop ce que Jean le Baptiste est à Jésus. Seulement, le christianisme a eu d'autres prophètes et en su de la Beatlemania, on entend parler d'un excentrique mais prodigieux guitariste et chanteur. Il serait au Royaume-Uni pour transformer l'essai après 2 étranges singles qui ont le mérite de cartonner. Janvier 1967, la gérante d'Olympic dit à Kramer « Oh, Ellie. D'ailleurs, Eddie, tu vois ce type, l'américain avec des grands cheveux là, qui s'appelle Hendrix, il va passer chez nous. Comme c'est toi qui fais tous les trucs bizarres d'habitude, tu veux pas faire cette session ? Eddie raconte Il entre dans le studio et il porte un imperméable blanc, un peu sale, il est très silencieux, il s'assoit dans un coin et ne dit pas grand-chose. Hendrix branche sa guitare, joue un accord et, avoue Kramer, change sa vie. Comment se passent les sessions studio à Olympic de ce qui seront les premiers albums de Hendrix, Are You Experienced et Axis Bold as Love ? Le mot d'ordre est expérimentation. Kramer dit « Jimmy utilisait le studio comme une salle de répétition et Dieu merci. En effet, l'ingé son et son protégé renouent ici avec une tradition plutôt anglaise de l'enregistrement. La session studio est incorporée au processus de création plutôt que d'en constituer l'aboutissement technique sans enjeu. Entre Hendrix et Kramer, c'est à celui qui poussera le son le plus loin dans ses retranchements. Comme l'a résumé après Chas Chandler, avec l'une de ses formules dont l'histoire de la musique a le secret, Les règles c'était il n'y a pas de règles. quand Hendrix proposait telle ou telle idée farfelue, approcher sa guitare près de l'ampli pour créer un Larsen ou saturer le son en poussant le gain au maximum, il courait aussitôt dans le studio pour entendre comment Kramer l'accueillait et la sublimait par sa sculpture sonore. Devant cette surenchère, Hendrix n'avait plus qu'à retourner au plus vite à la cabine pour faire répondre sa guitare. En studio, Eddie sortait plus d'une technique hétérodoxe de son chapeau. Il empilait les delays, renversait les lignes de guitare comme le fera 40 ans plus tard et à sa suite Russell et Levado. Il enregistrait les instruments à des vitesses différentes pour obtenir des variations de pitch. Et il découpait des morceaux de bande magnétique dont il entoura le moteur de l'enregistreur afin que pendant la captation et dilué dans la réverbération, on obtienne des nappes à connotation océanique. Par ailleurs, il est maintenant bien connu que Hendrix était de ceux qui entendent la musique en couleur. Alors à Kramer de se faire synesthète lui aussi et de comprendre que plus de vert signifiait plus de reverb et plus de rouge, plus de saturation. L'effet absolument préféré de Hendrix, c'est encore Eddie qui le lui fait rencontrer. Celui-ci avait en effet eu un coup de cœur pour le phasing qui avait été utilisé par George Martin sur le Strawberry Fields des Beatles. Nothing is
Quand Kramer demande à Martin comment il avait fait pour l'obtenir, le vieux schnock lui dit qu'il n'a qu'à relire le chapitre phasing dans son manuel d'ingénieur. Eh bien, si c'est comme ça, Kramer ferait mieux. Ce que George Martin n'avait réussi à faire qu'en mono, Eddie le réaliserait en stéréo. Un jour qu'ils sont au studio, Kramer plonge la guitare de Hendrix dans le phasing stéréo qu'il a alors perfectionné. Hendrix pète presque littéralement son crâne. Il tombe par terre, s'attrape la tête et crie que c'est le son qu'il a entendu dans ses rêves. Il en voudra partout. Bref, une alchimie artistique est à l'œuvre entre les deux artistes. Les recherches sonores auxquelles se livre Hendrix ne peuvent avoir lieu que dans l'espace expérimental préalablement circonscrit par Kramer. Et pour son troisième et dernier album studio, Hendrix retourne aux États-Unis. Définitivement séduit par la collaboration avec Kramer, le guitariste demande à celui-ci s'il veut bien l'accompagner sur son prochain opus. Ça tombe bien. Kramer vient d'être engagé au studio Record Plant à New York et Hendrix y élit donc résidence. Les sessions ont lieu au printemps et à l'été 1968 et Hendrix est devenu bien plus perfectionniste. Il tient à faire une infinité de prises jusqu'à obtenir une version parfaite de chaque morceau. Il est gêné par le regard d'autrui quand il chante et demande donc qu'on lui dispose des parvents. Il faut dire en général que l'album Electric Ladyland sonne en fait plus soigné que les deux précédents albums de Hendrix. Il y a une attention aux transitions entre les morceaux, il n'y a pas de coupure maladroite sur les bandes magnétiques et le mix en général est plus clair et équilibré. C'est à croire que Hendrix et Kramer rompent avec une éthique de l'enregistrement que l'ingé son juge typique du rock'n'roll. Comme il le résume très gentiment lui-même, C'est pas de la putain d'ingénierie spatiale. dans les nombreuses interviews que Kramer a données aux communautés nerdy de l'ingénierie du son, il aime se revendiquer d'une politique de l'enregistrement sans pinaille, une captation à la bonne franquette. Le mystère d'un album reposerait sur la qualité de l'œuvre plutôt que sur sa mise en œuvre. Rien ne sert de sculpter pendant 3 plombes les fréquences médium d'une caisse claire. Kramer est de ceux qui quittent le studio s'ils n'obtiennent pas un son de satisfaisant au bout de 20 minutes. À Kramer d'ajouter que Tout est une question de chanson, et ensuite la performance, et ensuite le son. enfin, Dixit quand même celui qui fait de l'expérimentation le b.a.-ba de la création en studio. Donc oui Eddie, pourquoi pas, mais tu ne peux pas être à la fois le rock'n'roller que tu penses être et te présenter comme le maître artisan du phasing, soit précisément un pinailleur de studio. Bref, en deçà de cette contradiction, tout se passe comme si l'éthique rock'n'roll à contours flous, défendue par Kramer, était à peine compatible avec l'idée même de l'enregistrement en studio. Les albums seraient davantage une manière de laisser des traces en tant qu'artiste, plutôt qu'une voie privilégiée de l'expression artistique. La musique ne pourrait se déployer et s'apprécier que dans le contexte d'une performance par définition fugitive. Et à bien y réfléchir, quelle drôle d'idée que l'enregistrement de la musique. Tenter d'immobiliser une chose dont la nature consiste précisément à être mobile. Que fait-on à la musique quand on la grave sur des vinyles et des CD, quand on la stocke sous forme de 1 et de 0 sur son ordinateur ? Le geste de la captation n'est-il pas une bien triste consolation pour un musicien et son public qui refusent d'admettre que l'essence et donc la puissance de la musique est le passage ? Dans un sens, on ne comprend que trop bien la politique pas de chichi de Kramer si l'on admet au préalable que la musique enregistrée
n'est que la pâle copie nostalgique d'un art qui s'éprouve en temps et espace réel. Peu importe les moyens de la captation, qui, comme geste artistique, est infiniment moins chargé de sens que la musique en chair. Un micro recouvert d'une chaussette sale au milieu d'une cuisine carrelée, et on peut appuyer sur Rec, emballer ses pesées. Dans un autre sens, peut-être que l'éthique rock'n'roll de l'ingénierie du son ne retient de la musique que sa conception platonicienne, autrement dit puriste de con. Peut-être que l'art de l'enregistrement et de l'ingénierie du son est un refus d'obtempérer au temps, une appropriation du devenir par l'humanité qui, dans chaque fréquence de caisse claire accentuée, dans chaque voix compressée, dans chaque clavier réverbéré, se résigne certes au temps qui passe, mais œuvre à le faire passer un peu mieux. Ce que l'on perd par définition dans le passage qu'est la musique, on tente de le regagner comme une vaine consolation dans son enregistrement. Bref, d'un côté une musique en chair et en os, sagement inféodée au devenir, de l'autre une musique enregistrée qui, tout en s'exprimant dans la durée, refuse son langage. Entre les deux, la différence est à la fois de nature et de degré. Faut-il départager et hiérarchiser l'une et l'autre ? Et si oui, comment ? Au nom de quoi ? Est-ce suffisant et ou juste de dire qu'au nom de son degré de réalité, la musique en chair et en os est plus belle, plus vraie, plus humaine, plus je ne sais quoi ? Les choses se compliquent quand on précise comment est enregistrée la musique. Nous savons maintenant qu'elle peut être captée sur un support analogique ou numérique. L'un prolonge et transpose, l'autre rompt et traduit. Le support numérique permet davantage de s'affranchir de la durée que ne l'autorise le support analogique. Encore une fois, avec les logiciels de MAO, le son est à la fois spatialisé et presque rendu réversible. Il ne tient presque plus à sa nature vivante et incarnée de prime abord dans des corps, leurs voix et leurs instruments. C'est d'ailleurs précisément ce que Kramer regrette à propos de la révolution numérique qui a frappé la musique et sa captation. Les logiciels de MAO comme Pro Tools, Logic, Ableton ou encore FL Studio sont autant de négations de la matérialité vivante de la musique. On soupçonne bien évidemment un pincement réactionnaire dans ce genre de position chaude, et en même temps on ne comprend que trop bien l'exigence d'une musique préparée depuis et portée par une chair. C'est parce que la question est celle de la technique ou encore celle des moyens et des fins. Contre le jeune Albus Dumbledore, il s'agirait de répondre que non, la fin ne justifie pas les moyens. Il apparaît, particulièrement en musique, mais peut-être aussi pour d'autres médiums artistiques et peut-être même pour tout rapport au monde, que l'œuvre déborde largement de son état final. En fait, il y a œuvre dès que l'artiste met les mains à la pâte. La musique résiderait moins dans l'album achevé que dans tous les gestes qui l'ont fait accoucher. Il faudrait attendre de l'auditorice qui, elle, ne se contente pas paresseusement d'une musique qui se donne toute belle et aboutie dans un CD, un vinyle ou une playlist. Ces conditions d'émergence, de production et de création ont au moins autant de valeur artistique. Pourquoi exiger cela de l'auditorice ? C'est parce que l'horrible y a. Le sujet m'en tombe des mains d'ennui, mais pourtant la menace d'une musique qui se fait en l'absence de l'humain justifie en dernière instance une conception de l'œuvre comme série de gestes préoccupés plutôt que comme objet achevé. Concevoir l'expérience artistique comme une appréciation qui déborde de l'objet artistique lui-même, c'est non seulement se donner les moyens pour démêler l'humain du non-humain, c'est aussi rendre le sens premier au mot « œuvre ». Elle est d'abord un travail, une activité, soit davantage un processus qu'un événement. Et c'est pourquoi la toile est au moins aussi importante que l'araignée. En elle, l'art déjà advient. Alors, ce que les puristes nauséabonds reprochaient à la révolution numérique dans la musique est exacerbé par le tournant de l'IA. Désormais, des trucs qu'on qualifie d'artistiques peuvent naître sans naissance, émerger sans émergence et tristement se réduire à des objets achevés n'ayant jamais été portés par la matérialité vivante et les gestes humains. Pour autant, faut-il jeter le bébé de la musique assistée par machine avec l'eau grise du bain de l'IA ?
rien n'est moins sûr, et on peut tout à fait imaginer une prise humaine, vivante et libre sur la machine. Alors, bien évidemment, c'est un grand oui à la musique enregistrée, tant que l'humain n'y délègue pas entièrement son humanité à la machine. Bien, où en étions-nous ? Hendrix vient d'achever ce qui restera certainement son plus grand album studio, Electric Ladyland. Dans la foulée de l'année 1968, son nouveau manager Michael Jeffrey et lui décident d'acheter une boîte de nuit, ex-église, ex-synagogue, ayant récemment fait faillite. Du nom de The Generation et situé dans le Greenwich Village, l'espace avait été un vivier de l'imaginaire nocturne new-yorkais. S'y étaient produits B.B. King, Sly and the Family Stone, Chuck Berry et last but not least, Hendrix lui-même. Sur les conseils d'Eddie Kramer, Hendrix choisit pourtant de ne pas prolonger l'activité historique du lieu, mais d'en faire des studios d'enregistrement à son goût et ses couleurs. On confie à l'architecte et acousticien John Storick la tâche de l'aménagement de cet espace où résonnent encore les sacrés juifs chrétiens et rock'n'roll. Eddie Kramer est intimement impliqué lui aussi. Il est en charge de l'achat et de l'installation de tout le matériel musical et technique. Autant dire qu'un rêve d'ingé son se réalise. Kramer ne sait rien refuser. Au final, la transformation du nightclub en studio d'enregistrement ne coûtera pas moins d'$1 million. Le 26 août 1970, le studio est inauguré aux côtés de quelques invités de marque, à savoir Steve Winwood, Eric Clapton, Ron Wood ou encore Patti Smith, pour ne citer qu'eux. Fallait être là. Anecdote significative. Hendrix choisit de recouvrir les murs d'une carpette blanche de façon à ce que l'on puisse y projeter les couleurs qui pour le guitariste étaient si lourdes de musicalité. Kramer se rappelle que l'espace était dès lors littéralement investi de la durée et de la musique. Lorsque Hendrix enregistrait, il ne demandait plus seulement si l'on pouvait mettre plus de rouge sur sa guitare pour accentuer la distorsion, c'est l'espace lui-même qui, plongé dans des néons de sang, était appelé à se saturer. Bref, c'est la naissance d'un studio appesanti du mythe de son créateur et de sa création. Nous l'avons déjà évoqué dans cette émission, The Generation devient l'Electric Lady Studio. C'est une histoire particulière de la musique qui s'y écrit depuis, celle qui depuis le socle de la pop vient chercher une ou deux marges, expérimentation et innovation, celle qui, opportuniste, jouit du succès auprès du grand public tout en s'accréditant sérieusement auprès de celles qui tiennent la posture snob. Led Zeppelin, Stevie Wonder, Frank Zappa, Lou Reed, David Bowie, Roy Ayers et bien sûr tous nos soulquariens sûrs, Common, Erykah Badu, les Roots et D'Angelo. Plus récemment, personne de moins que Frank Ocean, Taylor Swift et Sabrina Carpenter ont eux aussi plongé dans l'espace synesthésique de Hendrix. La chance. Closer, more probable, being a star is really losing its meaning. But whatever it means, I'm ready. Hey, yeah, je suis dans la Club des 27, guitare brûlée, construction de studios légendaires. Peu d'artistes pâtissent et jouissent autant du stigmate génie mystifié que Jimi Hendrix. Et c'est bientôt, mais pas tout à fait, fini. Hendrix meurt moins d'1 mois après la crémaison de pendaillère de l'Electric Lady et c'est peut-être seulement à partir de sa disparition que se construit véritablement son mythe. Si Hendrix n'a sorti que 3 albums studio de son vivant,
les compilations posthumes inédites se sont multipliées au fil des décennies. Or, la gestion de ces archives a autant contribué à forger le personnage inaccessible du génie fou que ne l'a fait l'histoire de son studio. Dans les deux cas se réalise par un jeu d'action réciproque une course sans arriver à la légendarisation. C'est le presque temple de l'Electric Lady qui insuffle de la puissance au voodoo de D'Angelo, et ces voodoos qui, rétrospectivement, légitiment en le perpétuant l'héritage de Hendrix. Ce sont les insaisissables vies et œuvres de Hendrix qui font de la publication de ses inédits une affaire épineuse au croisement du droit et de l'art, et ce sont en retour ces polémiques qui fortifient la figure de l'artiste. Quand Hendrix n'était pas dans la boue de Woodstock ou sur une autre scène de festival, on pouvait le trouver dans un studio londonien ou new-yorkais, presque toujours épaulé par son partenaire dans le crime Eddie Kramer. Il gravait bande sur bande qui la plupart du temps finissaient oubliés au stockage. Il y avait là des morceaux achevés, prêts à être distribués sur le marché, comme des pistes à peine écrites, des jams, des démos ou encore des captations de concerts. Seulement, beaucoup de personnes et d'entités prétendent depuis la mort de Hendrix avoir des droits sur ces petits bouts de matière magnétisés. La famille de Hendrix, les labels, les managers, les producteurs, sans oublier bien sûr Mitch Mitchell et Noel Redding, le batteur et le bassiste historique de Hendrix. Alors, on s'amuse depuis 60 ans à se disputer l'image et le son Hendrix, enfin et surtout l'argent que ceci rapporte. Ainsi, PPX Enterprises, le premier distributeur du guitariste, poursuivait Hendrix déjà avant sa mort et continue de le faire en prenant pour cible The Experience Hendrix, société fondée par Hendrix père et soutenue par Sony qui défend les intérêts de l'artiste. Cette société a attaqué quant à elle les héritiers de Mitchell et Redding, pas plus tard qu'il y a 4 ans pour s'exonérer d'un procès que ces derniers avaient eux-mêmes menacé de mener pour obtenir des millions de dollars de royalties qui leur seraient apparemment revenus. Et j'en passe. Sur la rive de ces litiges juridico-financiers se tient notre loyal Eddie Kramer. Avant que la famille ne reprenne la main sur les droits de Hendrix au courant des années 1990, notre ingé son assiste au traitement des archives et à leur publication, mais il n'y tient absolument pas le premier rôle. C'est plutôt Alan Douglas, ami ingénieur de Jimmy quand celui-ci jouait encore dans son Band of Gypsies, qui est en charge. Kramer est en rigoureux désaccord avec un ensemble de techniques qu'utilise Douglas. Il procède à des remixages, change la structure de certains morceaux et va jusqu'à ajouter des musiciens sur des pistes qu'il juge incomplètes. Dès lors que Kramer devient le conservateur en chef, il impose une nouvelle éthique archiviste. Son mot d'ordre est celui de la fidélité, rester le plus près possible des intentions de son collaborateur. Bien évidemment, cette loyauté artistique reste un travail d'interprétation, mais sous le couvert de la légitimité de Kramer, elle peut se donner comme objective et nécessaire aux oreilles du public. Au fond, dépositaire par son histoire avec le guitariste du mythe que celui-ci incarne, Kramer devient une garantie d'authenticité plus qu'un technicien neutre. C'est peut-être d'ailleurs le propre de toute archive et de tout archiviste. Plus que le texte lui-même, ce qui importe, c'est ce qu'on lui fait dire et qui le lui fait dire. Rien ne va de soi quant à l'authenticité. À votre avis, où est Jimi Hendrix lui-même dans ses bandes magnétiques poussiéreuses ? Est-il dans les albums agrémentés et donc réimaginés ou dans la nudité parfois trop nue des démos grésillantes ? Et pourtant, quelque chose nous fait dire que le génie de Hendrix ne s'épuise pas dans sa mise en mythe. Peut-être que c'est aussi ce que l'on doit à des types comme lui. Beaucoup de soupçons pour mieux mettre en valeur encore ce petit peu qui résiste au temps. On ne voudrait pas finir comme le cynique, envieux et impuissant narrateur de la nouvelle de Cortázar sur Charlie Parker, comme nous l'a très justement soufflé un ami. Alors, terminons l'épisode de ce mois-ci sur notre comparaison habituelle. Nous procéderons seulement en sens inverse.
Tandis que jusqu'ici nous mettions en lumière le travail de l'ingé, par contraste avec des morceaux dont les moyens techniques et artistiques n'étaient pas aboutis, nous allons aujourd'hui d'abord écouter un morceau enregistré, mixé et masterisé par Kramer, puis la démo correspondante de Hendrix. Il s'agit de Angel, 8e piste du 2e album posthume intitulé The Cry of Love. Angel came down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough to rescue me. And she told me a story yesterday about the sweet love between the moon and the deep blue sea. And then she spread her wings high over me. She said she's gonna come back tomorrow. And I said, fly on my sweet angel. Fly on through the sky. Sure enough, this morning came home to me. Silver winged silhouette against a child's sunrise. And my angel, she said unto me, today is the day for you to rise. Take my hand, you're gonna be my man, we're gonna rise. And then she took me high over yonder. And I said, fly on my sweet angel. Fly on through the sky. Et maintenant, la démo de Hendrix, enregistrée sans chichi.
angel come down from heaven yesterday. She stayed with me just long enough for afternoon tea. And she tell me a story yesterday about the love between the moon and the deep blue sea. And when it was time for her to go, she spread her wings high over me. And she said, I shall return tomorrow. And I said, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Fly on, my sweet angel. Oh, I'll look for you by my side. And sure enough, this morning comes to me with silver wings silhouette against the glow of the child's sunrise. And as the bluebirds and the sparrows envy me, she says, I love you, little boy, and today you shall fly. She kissed me once, and the feeling so good, she made me cry. And now we can fly together. And I said, fly on, my sweet angel. Fly on through the sky. Peut-être que la solution est dans la tension aujourd'hui. Pas de toile sans araignée, pas d'araignée sans toile. Merci pour votre écoute et à dans un mois, j'espère, pour le dernier épisode de cette saison. C'était Toiles et araignées, une émission de Fincy pour Potrominé. Merci à Antoine pour ses idées et relectures précieuses et à Lou et Léna pour les échanges féconds. Merci à Dan et Lou pour leur lecture et à Lisa pour sa relecture. Merci aussi à Aurélien et Jules pour leur confiance et l'espace radiophonique qu'ils ont créé.